Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Businesswoman. Alors s'il y a un domaine où la France peine à mieux s'imposer, c'est l'export. Les principaux marchés qui exportent sont bien connus, comme l'automobile, l'aéronautique entre autres. Mais aux côtés de ces géants de l'industrie, de plus petites structures se battent aussi pour s'imposer hors de nos frontières. Alors cerise sur le gâteau, certaines sont même dirigées par des femmes. Qui sont ces femmes chefs d'entreprise globetrotters parties à la conquête du monde? Deux d'entre elles ont accepté de faire une escale sur notre plateau. Elles sont avec nous. Bonjour mesdames. Bonsoir. Alors Marie-Pierre Schmitt, vous êtes fondatrice de Bentaberry et Anne Hummler, présidente de Inferential. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter respectivement en quelques mots vos entreprises? Merci de nous avoir invités déjà. Bentaberry est une société de produits cosmétiques dédiée aux peaux jeunes de 15 à 30 ans, multiethniques, développée en partenariat avec l'Université Paris-Descartes, puisque toutes nos formulations ont un label scientifique universitaire et 100% Made in France. Alors Inferential, c'est une société de services également dans un domaine scientifique, puisque nous travaillons sur les données de santé et la statistique des données de santé, en particulier dans le contexte de l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des médicaments. Alors, comment se situe aujourd'hui votre rôle à l'export? Votre position, votre situation concrètement aujourd'hui? Alors par nature, nous, on est dans un domaine qui est très international, donc déjà nativement, nous travaillons en anglais, tout est produit en anglais chez nous. La seule chose qui est en français chez nous, ce sont les contrats de travail et certains contrats avec nos clients. Donc déjà, on partait comme ça. Ensuite, donc aujourd'hui, Inferential travaille dans 6 pays. En fait, on est parti dans les valises de nos clients. Tout simplement, qui nous ont fait travailler, qui vous ont choisi, qui nous ont emmenés. Alors soit ce sont les filiales françaises de groupes étrangers qui nous ont emmenés à leur corporate, c'est aussi certains clients qui nous ont fait travailler avec des partenaires, puisque dans le médicament on fait beaucoup de co-développement. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé aux États-Unis avec des partenaires de nos clients qui nous ont présentés là-bas, et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers marchés. Donc par définition, en fait, dès la création, on peut dire que vous avez été sollicité par l'export. Parce que de toute façon, votre secteur d'activité... Oui, j'ai envie de dire dans la première année. Notre premier contrat à l'export, ça a été dans la première année. Mais nos clients sont des laboratoires pharmaceutiques, donc ce sont des multinationales par essence. On va travailler soit avec la filiale française d'un groupe étranger, soit avec une entreprise française, mais qui va avoir des ramifications forcément à l'étranger. Donc il y a toujours une porte sur l'étranger. Vous aviez une formation spécifique à l'export auparavant? Vous y êtes préparé? Alors oui, moi j'ai eu un parcours international. D'abord, j'ai passé les 10 premières années de ma carrière professionnelle à l'étranger, donc c'était pas. Ça aide. J'ai pas tellement de limites avec les frontières. J'ai beaucoup travaillé dans des entreprises étrangères. J'ai travaillé à l'ONU aussi. Ensuite, j'ai été directrice des opérations d'une PME qui travaillait dans 30 pays. Donc je crois qu'il n'y avait pas de. Mais pour moi, la question ne s'est pas posée. Je ne pouvais pas raisonner sur un marché uniquement français. Alors, Marie-Pierre Schmitt, je crois que pour vous, c'est complètement différent. Donc déjà, il y a la conception du marque, la création. Combien de temps entre la création et le développement à l'export? Il n'y a eu aucun temps en réalité, puisque moi je suis née à l'étranger. J'ai passé une grande partie de ma vie à l'étranger, j'y ai grandi. Et lorsque j'ai créé Bentaberry, je ne l'ai pas conçu comme une marque française. Je l'ai conçu comme une marque universelle à l'ADN France, qui est totalement différent. Puisque la cosmétique et la recherche est un pôle d'excellence en France. Donc il me paraissait évident que c'était un actif qui se vendait extrêmement bien à l'étranger. Donc je ne mets pas de frontières. La notion d'export n'est pas pour moi
une notion, une limite. C'est un mot que je n'emploie jamais. En fait, vous l'avez créé donc pour l'exporter de toute évidence. C'était prévu. Je l'ai créé comme une marque universelle, c'est-à-dire avec un territoire France qui était son ADN, sa création, mais avec l'ambition d'être tout de suite vendue à l'étranger, oui. Alors, comment on crée justement une marque qui a pour ambition de se développer en tous les cas à l'international? Parce qu'il y a des différences tout de suite culturelles, il y a des habitudes. C'est les premières questions qui arrivent forcément sur le tapis. Comment on adapte son produit au marché étranger? Alors, Bentaberry est une start-up, donc nous n'avons pas encore fait la preuve de concept et je ne voudrais surtout pas que ce que je dis puisse paraître être une vérité première. Donc, je le dis à la lumière de ma propre expérience et de toutes les erreurs que j'ai pu commettre en le faisant. Mais la barrière de la langue n'en est pas une. Je crois que tout le monde emploie l'anglais aujourd'hui et Bentaberry est un nom qui, déjà par sa consonance, paraissait éminemment international. Et moi, je me suis focusée tout de suite sur les pays qui étaient ma cible. On sait qu'en Asie, un consommateur sur deux a moins de 30 ans, dans les pays émergents également. Donc d'emblée, la marque a voulu s'implanter dans ces cultures. Et dans mon domaine, qui est celui de la cosmétique, je ne pense pas que la culture soit un vrai problème dans la mesure où nous avons une approche communautaire, une approche tribale qui consiste à aborder nos clients et nos communautés par leur centre d'intérêt. Donc, je prends un exemple très très concret. Si on décide d'aborder la communauté des jeunes par leur centre d'intérêt qui est la musique, je considère qu'un musicien, qu'il soit australien, français ou italien, parle le même langage. Donc notre approche est plus communautaire et digitale, sociale. Donc je n'aborde pas l'export sous l'angle que vous venez de me proposer. Alors aujourd'hui, quels sont les pays avec qui vous travaillez, où on peut retrouver la marque Bentaberry? Alors Bentaberry a créé une société, nous sommes en France, tout est fabriqué en France, tout est label France, y compris le packaging. Et on a une société à Singapour qui nous sert de base de développement pour tout le continent asiatique. Et également, nous sommes en cours de négociation pour une joint venture en Amérique du Sud, qui est un continent très important pour nous et servira de base pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, on a également un partenariat avec Birchbox sur les États-Unis. Alors, quand on parle de produits, qu'on parle d'export, on est souvent attiré, peut-être à tort, mais par les pays qui se développent très rapidement, économiquement parlant. On parle du Brésil, de la Chine, etc. Mais est-ce que c'est intéressant finalement d'exporter un produit dans un pays où ça bouge à la vitesse grand V finalement, commercialement parlant? Alors, je suis extrêmement pragmatique sur ce sujet. Je teste. Donc, je reprends les habitudes de la science. Je teste, je regarde si ça marche. On est une start-up, encore une fois, donc notre approche est microscopique. Je n'arrive pas comme un géant qui veut prendre une part de marché avec un raisonnement extrêmement quantitatif et normé. J'ai plus une approche intuitive. Donc pas d'étude de marché, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous partez que sur l'intuition, vous ne faites aucune étude de marché? Alors l'étude de marché, je vous l'ai donnée il y a quelques minutes, c'est un consommateur sur deux a moins de 30 ans en Asie, des problèmes de peau qui vont croissant, et ça c'est une norme internationale, c'est une norme scientifique. Oui, si, évidemment, il y a cette approche macro, mais si on sait que le marché et les besoins vont croissant et le marché va croissant, donc partant de là, on peut imaginer, sans rentrer dans une étude micro, qu'il y a une demande qui, si nous la satisfaisons, devrait répondre à nos attentes de chiffre d'affaires. Oui, vous vouliez dire? Oui, alors peut-être quand même une chose. Alors il y a le potentiel du marché, mais si on parle cosmétique par exemple, et le Brésil, alors le Brésil comme ça c'est très très attrayant, mais le Brésil sur les cosmétiques par exemple, il va y avoir des droits d'entrée qui vont avoir des conséquences un peu lourdes. Je crois que ça on l'étudie au cas par cas. Je crois que si Marie-Pierre décide d'aller au Brésil, elle va regarder ça d'un peu plus près et à ce moment-là décidera si oui ou non, elle essaye. Vous avez parfaitement raison. En ce qui concerne le Brésil, notre attitude consiste à ne surtout pas y aller en direct à cause des droits de douane, d'où la volonté de signer un partenariat, une joint venture avec une société basée à Caracas, via la Colombie, et ça nous servira de hub tout simplement parce qu'en faisant une étude, on s'est aperçu que la Colombie est le meilleur moyen d'exporter en Amérique du Sud en franchise de droit. Oui, c'est évident qu'on n'y va pas comme ça. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées l'une et l'autre, justement, à l'international? Est-ce que vous avez été accompagnés et quelles sont les erreurs qu'on pourrait éviter pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui souhaitent se lancer à l'export, justement? Alors, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, évidemment. Du domaine. Je crois que là encore, les cosmétiques, on va travailler avec des distributeurs, donc on va gérer une relation avec des distributeurs. Moi, je vais gérer une relation directement avec des clients. Donc, effectivement, j'ai envie de dire que pour moi, aujourd'hui, c'est une difficulté d'aller très loin, parce qu'aller très loin, ça veut dire partir longtemps.
Je peux partir une journée au Danemark, je travaille avec le Danemark. Si je dois aller faire le tour de mes clients canadiens, même si je travaille avec le Canada, je pars forcément une semaine ou plus. Et j'ai une entreprise qui aujourd'hui est encore relativement petite, où je ne peux pas m'absenter comme ça de manière très très longue. Donc j'ai envie de dire c'est une des difficultés, ou en tout cas une des données qu'il faut anticiper. Aujourd'hui, l'entreprise elle a atteint une petite taille critique. Je maintiens petite, mais quand même suffisante pour pouvoir aujourd'hui dégager des ressources pour passer du temps sur cette prospection export, mais qui est très ciblée. On peut naïvement supposer que c'est peut-être plus facile de travailler dans l'Union européenne. Est-ce que c'est effectivement le cas? Moi, je ne le crois pas. Moi, le problème que me pose l'Union européenne, c'est la multiplicité des langues qui me conduit tout de suite à une contrainte de coût très importante. Bentaberry est une marque qui est protégée dans le monde entier. On a une couverture française, protection communautaire, protection internationale, plus les pays qui ne relèvent pas de la marque internationale. Mais couvrir en Europe coûte extrêmement cher, puisqu'on recouvre une superficie inférieure à celle des États-Unis et avec une multiplicité de langues qui nous impose à la traduction des coûts considérables. Donc non, l'Europe est très compliquée et l'Europe, c'est une multiplicité culturelle qui est difficile à aborder. Mode de paiement, habitudes de consommation, circuit de distribution. Non, l'Europe n'a pas été ma priorité au départ. Vous avez anticipé ma prochaine question. L'export, ça veut dire aussi des coûts? Oui, l'international est un coût. Je pense que vous diriez exactement la même chose. Un coût considérable parce qu'il faut s'implanter, il faut trouver les bons interlocuteurs. Très souvent, on ne les trouve pas du premier coup. En tout cas, ça a été mon cas. Et puis, après, il faut un minimum d'équipes locales pour contrôler le développement de votre entreprise. Donc, oui, ça coûte beaucoup d'argent. Et moi, je ne suis pas une grande compagnie. Je ne suis qu'une start-up. Donc. Vous avez opéré des levées de fonds, respectivement. Vous avez cherché des partenaires, justement, locaux, comme vous le dites. Comment ça s'est opéré, ces recrutements? Vous recherchez ici? Vous allez sur le terrain? Alors, j'ai recherché des capitaux en France. On a fait une première levée de fonds lorsqu'on a créé la boîte en France, qui a été relativement facile. Et ensuite, il a été extrêmement difficile de passer à la seconde phase d'amorçage. Donc, j'ai choisi l'Asie, parce que c'est un terrain important pour nous de développement. Et ça a été beaucoup plus aisé, en effet, de lever des fonds à Singapour. Alors nous sommes financés sur fonds propres. Nous avons eu différents soutiens néanmoins, donc le réseau Entreprendre, puis des concours bancaires, puis la BPI avec un prêt développement innovation qui est du quasi-fonds propre. Et nous sommes aujourd'hui lauréats du dispositif PMUP qui est important puisqu'il y a un vrai axe sur l'export. Ça nous permet d'avoir un cofinancement sous forme de subvention d'un certain nombre d'actions, donc notamment la mise en place de VIE, de volontariat international en entreprise. Donc ça, c'est un vrai coup de pouce, mais non, pas de capitaux extérieurs. Quels conseils on pourrait donner aux entrepreneurs qui nous regardent, qui sont sur le point de s'exporter? Quels sont les points essentiels donc, à amorcer? S'entourer, se financer, alors tout ça, c'est important, c'est fondamental. Mais alors, il y a une chose que personne ne peut vous donner, vous pouvez vous faire accompagner comme vous voulez, on ne peut pas vous donner la niaque. Il faut avoir la niaque. Après, la technique, on trouve toujours des conseils. Alors après, pour avoir la niaque, il y a soi-même. Et là aussi, il y a sortir, mais sous un autre angle. Le réseau, non pas pour trouver les bons contacts, mais parce que ça fait du bien de voir d'autres gens, de voir des gens qui réussissent, des gens qui éventuellement ont eu des difficultés. Mais ce partage, ça dope la niaque. Et ça, pour moi, c'est le point clé. Et partager les expériences aussi. Pardonnez-moi. C'est amusant que vous disiez ça, parce que j'allais dire exactement la même chose. L'envie. Ça, ce n'est pas une donnée quantitative, mais c'est une chose fondamentale. La motivation et l'envie. Et surtout, n'écoutez pas tant de monde que cela. Suivez vos intuitions. Parce que si vous décidez de réussir quelque part et que vous en êtes vraiment convaincu, vous réussirez. Donc, n'écoutez pas trop les gens normés. Alors oui, je vais vous rejoindre. Et je l'ai déjà dit sur un plateau. Il faut entendre tout le monde et n'écouter personne. Et vous n'en êtes pas les gens qui vous dites « vous n'y arriverez pas, c'est trop difficile ». Parfaitement d'accord, ils y arriveront très bien. Il y aura plein de difficultés, mais ils les surmonteront. Et vous en êtes la preuve qu'on peut réussir aussi bien en France qu'à l'export. Merci en tous les cas d'être venu partager votre expérience sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Foncez, n'écoutez que vous. Voilà, vous pouvez revoir cette émission sur ellesentreprennent.com, sur le site de la PCE, sur WeDoBiz, mais également sur Devin. À bientôt sur Business Woman. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans.
MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.